Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez magnifiquement bien. Moi ça va tranquille. Ici Clemzer pour cet épisode 22 du Pont entre les arts. J'ai quand même le meilleur public au monde. Tu sais, il a plein de vinyles, plein de CD. Vraiment, les cours de français, les livres... Tu vois, il lance le film, il écrit Ratatouille. Aujourd'hui, je reçois Alex Feller, nail artiste dont vous avez, sans le savoir, déjà dû voir passer le travail, que ce soit pour Copernic, Casablanca ou Bleu Mode. Le principe du podcast est simple, j'invite des artistes pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Comme le veut le concept, dans cet épisode, on ne parle pas de nail art, mais de littérature et son rapport à celle-ci. Bonne écoute! Première question, Alex, déjà, comment tu vas? Mortel. Mortel, Aujourd'hui, c'est mortellement bien. début d'été bientôt. Il fait beau, ça travaille pas trop, ça fait des podcasts, on est content. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Toi, pour te présenter rapidement, du coup, t'es nail artiste. Mhm. On va peut-être en parler après, mais t'as aussi fait un peu de musique. Ouais, T'as travaillé beaucoup dans la mode. ouais. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler d'un autre art que tu kiffes beaucoup. C'est la littérature. Exactement, la littérature. La littérature. Et nous, on a ce petit rituel un peu dans le podcast, c'est de toujours commencer par les bases. Ça veut dire, on revient un peu dans ton enfance. C'est quoi tes premiers rapports à la littérature? Les premiers livres, est-ce que tes parents ils te faisaient lire un peu quand tu étais petite? Les premiers livres un peu qui t'ont marqué? Le premier rapport à la littérature, j'ai la chance en fait d'être née dans une famille avec un papa et une maman qui me lisaient des histoires Ok. depuis tout bébé, vraiment toute petite. On va se coucher, je te lis une histoire. Donc Ok. tu rentres avec les contes, tu rentres avec Réponse, quelqu'un qui a des cheveux longs et qui en fait achète sa liberté avec ses cheveux. Des choses en fait qui paraissent un peu Alice au pays des merveilles, Mhm. très contes. Parce que, on va dire, famille populaire, milieu modeste. Donc, des histoires que tout le monde connaît. Des histoires qui sont anciennes. Donc, la lecture avant d'aller se coucher. Une histoire, 2 histoires, 3 histoires, s'ils ont le temps. Ah ouais, t'étais demandeuse, quoi. Demandeuse, ouais. T'aimais bien, mais c'est les premiers trucs qui t'ont fait rêver, en fait. Mais je pense que j'en ai rêvé. Carrément. Je pense que ça a construit, en fait, Ton imaginaire. Oui, mon imaginaire, ce truc un peu surréaliste. Ok. De toujours voir un peu le truc qu'on voit pas parce qu'il est imaginé. Ok. Ça, c'est stylé un peu. Parce que tes parents, ils étaient plus en mode de tourner vers la lecture plutôt que la télé. Je sais pas si c'était conscient, en fait. C'est simplement que eux, ils avaient des livres, ils avaient l'habitude de lire. Ils lisaient pas d'ailleurs la même chose, l'un et l'autre. Ah ouais? C'est ça qui est assez intéressant. Déjà, c'était quoi un peu les différences? Je pense ma mère, elle aime beaucoup toutes les histoires autobiographiques, romans, mais qui se rattachent vraiment à presque du documentaire, en fait. S'auto-documenter. Et mon père, il avait ce rapport à la BD. Ok. Je pense à Rahan, fils des âges farouches. Ok. Et aussi, il avait énormément de livres d'histoire. Il était... Enfin, il l'est toujours d'ailleurs, mais à l'époque, c'est vrai qu'il était assez passionné par tout ce qui était guerre du Vietnam, des ouais. choses de son époque, en fait. Ouais. Et c'est marrant, je crois que c'est un truc de daron un peu la BD, parce que mon père aussi, c'était Tintin, Astérix. Oui. Et encore aujourd'hui, s'il y a un nouveau tome de Gaston Lagaffe qui sort, ben, on sait qu'on peut lui offrir ça à son anniversaire. C'est mortel, en fait. Bah, il va trop kiffer, quoi. Mais du coup, ça c'est toi, on te lit des histoires. Ouais. Donc, au début, bah forcément, de toute façon, tu sais pas lire, c'est les histoires qu'on te raconte. Donc, c'est les premiers livres qui te marquent, c'est Réponse au final, j'ai l'impression. Je pense à la maison, avec les parents, il y a Réponse. Et ma grand-mère aussi me disait énormément d'histoires, même quand je commençais à savoir lire. C'est quelque chose qui a continué, en fait. Elle me lisait une histoire, je pense parce que je lui demandais, La chèvre de Monsieur Seguin. Ok, ça t'a marqué. Ça m'a marqué parce qu'en fait, rétrospectivement, je me rends compte que c'est un personnage qui cherche la liberté, Ok. mais que c'est triste, en fait, la chèvre de Monsieur Seguin. Oui. Parce que ça finit mal. Oui. Et en fait, elle cherche la liberté et ça lui coûte énormément, en fait, de vouloir être libre. Je pense que ça constitue quand même une fondation sur le rapport que j'ai aujourd'hui à la liberté, justement. Ah ouais, mais ça, tu t'en rendais déjà compte ou c'est genre plus tard quand tu l'as relu où tu t'es dit, oh, ouais, mais c'était triste en fait? Non, c'était déjà, je le ressentais déjà triste.
c'est comme Le Petit Prince, c'est des choses que quand t'es enfant, c'est une histoire pour enfants. Et tu te rends compte qu'en fait, l'auteur qui a écrit ça, il l'a écrit pour des raisons beaucoup plus grandes. Ouais. Ok, mais c'est marrant que tu dises que tu te demandes, même en sachant lire, tu te demandais encore qu'on te lise des histoires. Ouais, je pense la gamine fan d'histoire. Ouais. Que des histoires, tout le temps. Un peu, ouais, ok. Genre, je sais lire, mais raconte-moi une Ouais, histoire. Ok. fais-moi la lecture. Ok, trop bien. C'est trop bien, mais ça du coup, c'est l'enfance, petite enfance, encore quand tu demandes à ta grand-mère de te lire des Petite histoires. enfance, ouais. Est-ce que après, quand tu commences à savoir lire, il y a des livres un peu que tu lis limite de toi-même et qui te marquent? Tu vois, les premiers livres où... Peut-être après, ça peut être aussi à l'école, mais tu sais, des livres où c'est toi qui le lis, et donc c'est toi qui te fais la voix dans ta tête qui le lit, c'est ta manière de l'interpréter. Ouais. Je pense que finalement, j'ai rejoint assez rapidement les lectures de ma mère sans m'en rendre compte. Bah, y a eu moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Et là, waouh! Parce que c'est une histoire vraie. Ouais. Tu lis ça à quel âge? Avant 13 ans. Ah ouais. Je sais plus. Mais c'est une lecture qui est déjà très intense pour mon âge. Ouais. Je commande le livre de Marilyn Manson. Oh, je me souviens plus, le livre qu'il avait écrit. Donc à l'époque, je le commande, je le reçois à la boîte aux lettres. Ma mère, elle le trouve, elle le confisque. Ah ouais. Ah oui. Bah parce qu'en fait, dans ce livre, il a écrit des choses qui n'étaient pas vraiment entendables. Mais t'avais réussi à le commander sans que ta mère elle sache Je sais plus comment. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai ma mémoire me fait défaut. Mais je sais que je l'ai eu entre les mains, le livre. Hein. Et je suis sûre que je l'ai acheté en ligne. Ou alors je l'aurais acheté à la librairie. Comment ça s'appelait? Le hall du livre à Nancy. Ça existe toujours d'ailleurs. Ok, toi t'es de Nancy. Ouais. De base. Ok. En Lorraine. Oui, ça je connais très bien. Ça crée déjà un rapport où donc ta mère elle contrôle un peu. Elle veut que tu lises, mais pas ça. Quand même, ou t'as quand même été relativement libre sur ce que tu voulais lire et tout? Je pense que j'ai été relativement libre. Mais c'est vrai que je me suis très vite tournée vers des auteurs un peu intenses. Parce qu'il y a eu ce livre allemand, qui est un livre un des plus lus et même étudié dans les collèges en Allemagne. Après, il y a eu, je me souviens de Marilyn Manson. Puis après, je me suis tournée, on va dire, jeune adolescent, 15 ans. Ouais, 15 ans. Je me suis vite tournée vers Michael Moore, Fahrenheit 9/11, des choses assez deep quand même. Ouais. Des choses très photographiques de l'époque. Ouais, toi, t'as besoin d'avoir des images quand tu lis, ou photographiques dans le sens peut-être plus, ça donne une image de la société à ce moment-là. Ouais, j'ai besoin de lire des choses qui s'inscrivent dans le réel. Toi, t'aimes même pas la lecture passive au final. Toi, t'as besoin que ça te secoue un peu. J'ai besoin d'avoir d'être prise dans un tout. C'est-à-dire que je ne lis pas du tout même pour m'évader. Je lis très rarement je ne lis pas de choses drôles. Ouais. J'aime bien les choses, oui, exactement, qui sont une photographie de ce qu'on est au moment où on l'est. Après, ça n'empêche que je peux lire des auteurs qui sont morts, qui n'étaient pas de mon époque, qui ne sont pas mes contemporains. Mais à chaque fois, il y a un truc très... ça s'inscrit vraiment dans le réel. J'ai remarqué ce truc, ouais. Mais ça, parce que ça, c'est début d'adolescence. Mais ça, c'est quelque chose que t'as toujours fait, t'as toujours beaucoup lu. Ça, c'est une habitude que t'as prise dès l'enfance et que t'as toujours gardée malgré... Toujours. Parce qu'à l'adolescence, parfois, on se détourne un peu de ses habitudes parce que, bah voilà, on est même génération, je pense. Ouais. C'était l'arrivée des téléphones, des réseaux sociaux. Ouais. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'ai arrêté totalement de lire à un moment. Ok. Mais toi, t'as toujours continué. Non, moi, j'ai continué. Ok. J'ai toujours eu le rapport au livre, alors, avec plus ou moins d'intensité, on va dire, mais toujours. C'est jamais parti, en tout cas. Ouais. C'est limite un rituel, en fait. T'as besoin d'avoir un livre par mois ou... Bah, déjà, je me rends compte que j'en achète souvent, donc j'ai besoin de les avoir. Maintenant, vu que quand je travaille à l'atelier et que je peux pas tenir le livre, j'ai même appris, ce qui n'est pas du tout un truc inné chez moi, à les écouter même. Ah ouais, audio-livre et tout. Et après aussi, comment dire, le petit frère en fait de la littérature, c'est le podcast. Ok. Et du coup, tu rentres aussi dans l'écoute par le livre. C'est assez intéressant, tu vois. Ok. Mais ça, c'est plus tard, ça. Parce que même avant, je pense, c'était pas aussi développé que ça. Oui, c'était beaucoup plus tard, ça. Mais c'est juste, tu vois, pour faire le fil. Avant, non, il y avait le livre, tu vas dans ton lit, avant de dormir, tu lis. Ok. Voilà.
Ça, oui, ça c'est vraiment une petite habitude. Ouais. Même pas tant la journée, c'est vraiment avant de dormir. Il y a vraiment ce rapport à la nuit, ouais. Ouais. Ah, t'étais une night. Je suis une nighteuse. Ouais. Mais pas au sens clubeuse, quoi. C'est vraiment. Je suis une nighteuse des livres et une nighteuse clubeuse, ça dépend Voilà, des jours. c'est soit la boîte de nuit, soit le livre. Exactement. Ah, c'est trop stylé. Mais du coup, parce que là, tu parlais du livre un peu intense allemand. Moi, Christiane F., 13 Ouais. ans, droguée, prostituée. Ah oui, c'est le nom en entier, ok. Mais ça, du coup, tu lis ça avant tes 13 ans. Mais est-ce que tu te rappelles un peu le premier livre, on va dire, que tu lis, allez, fin d'adolescence, tu sais, quand toi-même, tu te connais un peu plus, et la première baffe que tu te prends, tu te dis, waouh, ce livre, il a tapé tout droit. Il y en a tellement. Il y a quand même Albert Camus, L'homme révolté. Ok. Tu peux pitcher peut-être pour nos auditeurs non aficionados. Alors, Albert Camus, bon, auteur classique. On apprend à l'école l'étranger. Ouais. Il est dans les programmes. Pas été spécialement touché par l'étranger. Albert Camus, il écrit un peu en diptyque, voire en triptyque. Il écrit un roman, et après il déplie et il écrit un essai politique. Ok. Et tout ça, ça se passe dans un temps, à mon avis, dans sa temporalité à lui qui est longue, mais en réalité, ça se suit. Et c'est vrai que enfant rebelle, en fait, L'homme révolté, ça m'a aidé à comprendre pourquoi on se révoltait. Ok. Parce qu'en fait, il l'explique à la manière de l'essai pourquoi l'homme se révolte. Ok. Et du coup, ça m'a permis de comprendre. Et c'est un livre, des fois, j'ai besoin de comprendre à nouveau certaines choses. Je peux retourner dans ce livre. Ok. C'est sans fin, en fait. Alors, il y a un enseignement là que tu dis automatiquement, tu sais que ça, tu l'as appris dans ce livre. Dans L'homme révolté, il explique beaucoup le rapport à la violence. Et par exemple, quand on voit sur TikTok ou à la télé les manifestants qui manifestent et qui deviennent violents, il explique ça, en fait. Ok. C'est un truc, il l'explique presque de manière anthropologique. Ok. Presque, il le normalise. Et toi, tu as compris des choses sur ta violence à toi Ouais, en tout cas, ça m'a aidé à l'accepter. Ouais. Je me suis dit, bon, ça va, en fait, c'est tout le monde. Ouais. Je t'ai dit, ok, je me révolte avec mes parents, mais c'est pas normal. Et je me révolte, en fait, apparemment, ça l'est, donc Ouais. tout va bien, quoi. Ok. Parce que, ouais, vraiment, en fait, c'est marrant, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, ils font vivre un peu l'enfer à leurs parents et tout. Toi, ta révolte, c'était d'acheter des livres. Pas que, Pas que. mais j'étais quand même enfant sage. Ouais. Et je pense que les livres ont aidé à canaliser ce truc. Ok. Parce que du coup, c'était une violence assez mentale. Elle n'était pas adressée, comme on dit. Ouais. Mais L'homme révolté, là, tu disais que tu le relis souvent. Ça veut dire que tu as un peu tes livres comme ça, doudou, que. Enfin, pas oui. doudou, après, dans le sens plus où tu y reviens souvent. Puisque doudou, c'est la tendresse et tout. Bon, j'ai pas l'impression que L'homme révolté, ça soit dans cette image qu'on se fait du doudou. Mais tu as quand même des livres sur lesquels tu reviens, t'aimes bien. En fait, ce qui est génial, c'est que j'ai des auteurs comme ça qui me procurent ce sentiment où, en fait, ils me rassurent, même s'ils parlent de choses très graves au sens de la gravité, mais ils me rassurent. Et d'aller les lire, je me dis, bon, finalement, c'est bon, il y avait un type qui avait compris ça avant moi, donc tout va bien. Ouais. Ok, c'est cool. Et en fait, en continuant, du coup, avec les contemporains, à chercher des auteurs qui eux-mêmes s'inspiraient des mêmes auteurs que moi, et ainsi de suite, Ok. du coup, la collection s'agrandit. Donc, il y a de plus en plus de doudous Ouais. et de peluches. Donc oui, on peut voir la bibliothèque comme un repère de petites peluches. Ouais. En plus, toi, tu disais que tu avais un peu un truc obsessionnel. On en parlait en off et tout. Donc, toi, est-ce que ça t'arrive de faire des phases comme sur Albert Camus, on en parlait, où tu as un auteur et tu vas vouloir tout lire ou vraiment creuser sur l'auteur encore plus que sur son œuvre que tu viens de lire? C'est incroyable. Meilleure question de la Terre. Il y a l'auteur et il y a ses livres. Du coup, si j'en lis un et que je rentre dans le truc, après, je vais tout vouloir savoir de lui. Ok. D'où le rapport aux émissions de radio, aux podcasts, aux vidéos YouTube, etc. etc. Exemple type, il y a 3 semaines, je pars à Bourg-en-Bresse faire un talk avec des nanas entrepreneuses de Bourg-en-Bresse, les Étincelles. Je me dis, allez, vas-y, je vais me mettre un podcast sur le féminisme. Et je ne sais pas comment, je me retrouve dans une émission qui parle de Bourdieu. Ok. Pierre Bourdieu, donc sociologue, essayiste.
Et du coup, je me dis, ah ouais, lui, j'avais appris les trucs quand j'étais en première éco. Ah, c'est vrai que on l'a tous vu Tu passer sais, Bourdieu, t'avais ouais. Keynes, Durkheim, Bourdieu. Et en gros, là, ces 20 dernières années, je l'avais oublié, Pierre Bourdieu. Je m'étais pas intéressée à lui. Et là, du coup, par le biais du podcast, je rentre à nouveau dedans. Et je me retrouve pendant 3 jours à regarder des vidéos, à m'intéresser sur le mec. J'ai même pas besoin de le lire, en fait. Il est là, à la télé, il explique, à la télé d'avant, quoi. Il explique les concepts, capital symbolique, nanana, nanana. Et en fait, je rentre dans le truc via le média, mais un autre média, en fait. Oui. Mortel. Et là, potentiellement, je peux aller me racheter un livre de lui ou j'en sais rien. Ok. Mais du coup, je peux diguer le truc de plein de façons différentes maintenant. Ouais, c'est ça, tu vas pas juste lire ses œuvres, tu vas aussi te renseigner sur lui, sa Ah vie. oui, il faut que sur- je sache c'est qui. Ce qui aussi te donne un autre rapport une fois que tu lis ses livres, quand tu connais un peu sa vie, tu te dis, ah bah oui, en même temps normal. Qui Ok. étaient ses parents, où il a grandi. Est-ce qu'il a eu une ascension sociale fulgurante ou pas? Oui. De quel milieu il vient? Ça en dit vraiment long sur pourquoi ils choisissent d'écrire ce qu'ils écrivent. Ouais. Il ou elle, d'ailleurs. C'est que du coup, toi, donc, de ce que tu me dis, tu as l'air aussi passionné un peu de sociologie. Mhm. Donc ça, c'est beaucoup des livres qui t'ont aidé aussi à comprendre d'où tu viens, de peut-être pourquoi tu reproduis des schémas et tout. Ça t'a aidé sur ça? Ah oui. Ouais. Bah, sur je pense sur le truc de, c'est un peu péjoratif, mais pour que tout le monde comprenne, sur l'inégalité des chances et pourquoi elle est là, les auteurs, ils m'ont aidé. Ouais. Parce qu'ils ont essayé d'expliquer, en fait. Et il y a une explication. Ouais. Enfin, même des mecs de notre âge, des Édouard Louis, des auteurs comme ça, ils te permettent aussi de comprendre pourquoi toi, tu traverses ce que tu traverses, en fait. Mais toi, quand tu vas lire un livre, tu le fais pas forcément parce que tu es d'accord avec les idées. Ça t'arrive des fois de lire des livres avec lesquels tu n'es pas d'accord? Ah bah oui, c'est génial. Ouais. Tu as un exemple un peu de livre où tu t'es dit, bah non. Est-ce que j'en parle vraiment? Admettons, regarde. Par exemple, je lis Bell Hooks, grande féministe américaine. Ok. Du coup, je suis enclin à être d'accord. Ouais. Ça va me pousser à lire Alain Soral. Ok. Je sais pas si c'est logique, Ouais. mais j'ai besoin d'avoir les points de vue. Ok. Ça va me pousser à lire Houellebecq. Ok. Alors que je suis pas du tout censée aller Ouais. vers ça. Mais du coup, ça me permet d'avoir tous les points de vue. Ouais. Après, forcément, je vais plus aller... je vais passer plus de temps à traverser Bell Hooks. Hmm. Mais j'ai quand même Ouais. besoin de savoir. Parce que c'est ça, en fait, le truc de la littérature, c'est que tu as un peu le droit de t'exprimer dans un livre. Hmm. Donc c'est bien de comprendre quelqu'un qui n'est pas comme toi, ce que lui, il vit. Ouais. Il y a un livre hyper connu, là, Lolita, je sais plus, c'est peut-être Nabokov, un truc comme ça, un russe, qui fait tout un livre sur un récit c'est un pédophile qui raconte comment il est attiré par les enfants et tout. Ouais. Et en fait, ça défend pas du tout ce point de vue. Ça te fait le comprendre, Ouais. même si à la fin, t'es pas ouais, putain, mais en fait, je les comprends, les pédophiles. C'est juste, si tu les comprends, que c'est une maladie, Ouais. mais il n'a pas choisi de défendre spécialement, tu vois, c'est juste en énonçant les faits, toi, tu le comprends. Que Exactement, pas- c'est une que grille de ça- lecture, en fait. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Ça t'aide à mieux comprendre. Et c'est vrai que, comme pour le féminisme, je pense que c'est aussi important de comprendre les points de vue adverses pour mieux défendre le tien. Exactement. Puis surtout, dans le féminisme, tu as plein de courants. Bon, là, j'ai parlé de Bell Hooks, intersectionnalité, etc. Donc ça, OK. Moi, je suis plus à ce propos. Mais par exemple, Simone de Beauvoir, ça existe aussi. Du coup, c'est bien de connaître les deux, même si tu es plus ou moins enclin à aller vers l'un ou vers l'autre. Ouais. J'ai lu un livre en ce moment qui est un grand classique, hein, mais moi, je ne l'avais jamais lu. L'insoutenable légèreté de l'être, Ouais. Milan Kundera. Ouais. Et c'est que ce truc de point de vue, en fait. Ouais. Parce qu'il change de point de vue. En fait, il explique les histoires, la même histoire, mais selon le point de vue de chaque personnage. Ouais. Et ça parle de couple. C'est Oui, donc forcément. hyper intéressant, du coup. Parce que toi, des fois, t'es enfermé dans ton truc. Tu te dis, ouais, l'autre, il comprend rien. Mais en fait, peut-être que l'autre, il comprend rien parce qu'il a vécu ça ou ça ou ça. Toi, t'en sais rien. Et lui, il parle de ça, en fait. Il est vraiment bien, ce livre. J'aime bien. Ouais, j'avais lu. C'est vrai que il y a des livres de Milan Kundera qui sont un peu
c'est un peu de la branlette. Ouais. Mais celui-là, ouais, de toute façon, il est classique sur ça, sur ces histoires racontées de plusieurs manières, parce que de Ouais. différents points de vue. Plus c'est une autre époque. C'est à Prague. Hein, Ouais, c'est à l'époque, Prague dans les ouais. années 60. Ça, j'avais vraiment bien aimé ce livre. Pour moi, la marche suivante de ce que ça a pu t'apporter, la sociologie, de mieux se comprendre et tout. Toi, tu as fait de la musique, tu as travaillé dans la mode, et là, tu es nail artiste. Mais est-ce que tu sais identifier pourquoi tu es artiste, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu as ça dans le sang à tel point d'en faire plusieurs? Tiens. Je pense que c'est terrifiant, mais c'est vraiment un aveu de comment on dit, aveu de faiblesse, Ouais. ça se dit ça. Je pense que je suis artiste parce que je me suis fait trop marginaliser trop vite. En fait, j'étais le loser de l'histoire. Ah ouais? Ouais, un peu ce truc de gamine bully quand même. Ah ouais? Ouais, un peu. Parce que dans ta bulle, mais en même temps, si toi, déjà très tôt, tu étais sur des livres un peu hard et peut-être en avance sur ton âge, peut-être tu n'étais pas dans les... Ouais, Même c'est préoccupation. possible. Et puis, il y avait aussi le truc, tu sais, quand tu grandis en province, t'as le truc de l'envie d'ailleurs, les gens, ils l'ont pas. Ouais. Pourquoi t'aurais envie de faire différemment alors que, vas-y, tout le monde va faire un croum à la BNP Paribas, va se marier, va faire 2 gosses, et puis toi, tu veux autre chose. Donc, tu fais autre chose. Puis, en même temps, t'arrives après dans la grande ville et faut que tu t'accultures au truc. Ouais. Il y a Parce- plein de gamins qui sont nés dans Paris Intramuros, leurs enfants, ils sont artistes. Toi, tes parents, ils sont artistes, mais eux, ils le savent pas. Ouais. Du coup, Mais c'est ouf. En fait, c'est trop bien, c'est entre deux. En fait, Ouais. quand t'es en province, quand t'es avec les gens à qui t'as grandi, t'es trop différente, t'as trop envie d'ailleurs. Mais quand t'arrives ailleurs, en fait, t'es trop comme là-bas. c'est horrible comme truc. Ouais, ouais, ouais. C'est le pont des arts. C'est le pont entre les arts, mais c'est pas grave, personne ne Le le dit pont bien. J'ai pas encore assez de charisme pour qu'on le dise bien. C'est le pont entre les arts. Mais c'est pas grave, ça va venir. C'est- Mais non, mais moi je trouve ça vraiment trop intéressant. Mais après, en même temps, c'est aussi tous les livres que tu as lus très tôt qui ont forgé ton imaginaire. Ouais, je pense. Toutes les histoires qu'on te racontait, qui t'ont fait rêver d'ailleurs. Et t'avais pas envie de cette vie très ancrée dans le classique, la famille. Bah oui, il y avait tu sais, t'as les gamins qui aiment bien Cendrillon, puis t'as la gamine qui aime bien Alice au Pays des Merveilles. C'est écrit, en fait. Tu te rends compte rétrospectivement que tout s'explique assez logiquement. Ouais. Après, quand t'arrives à Paris, ouah, t'es dans le truc, ouah, tout est possible. Là, tu te dis, ok, du coup, je peux devenir artiste. C'est possible. Parce que toi, quand t'arrives à Paris, c'est quoi? C'est pour l'école et après t'es devenu artiste, ou c'est en mode, vas-y, je veux devenir artiste, je quitte tout, je vais là-bas. Moi, je c'est bosse. plus comme ça. Ouais. Il y a plus ce truc de, je sais pas où je vais, mais allons-y gaiement. Un grand Paris. Vraiment, un grand n'importe quoi. Ouais. Mais je sais pas moi, vendre des encyclopédies dans le 14e, après aller en boîte de nuit mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Enfin, c'était suivre Booba dans tous les clubs où il allait avant qu'il déménage à Miami. C'est vrai? On le suivait partout, il n'y avait même pas Instagram. Mais t'as travaillé avec lui après ou... Jamais. Ah, ok. On bon. le suivait juste là où il allait. Ok, trop Il bien. ne sait pas qu'on existe. Oh, attends qu'il voit l'épisode du pont entre les arts. Il va te contacter direct. I hope so. Mais dans ce truc de vouloir être artiste et tout, il y a des livres un peu qui t'ont marqué où tu t'es dit, ah, ça c'est un exemple pour moi. Je sais pas, je pense qu'une fois de plus, c'est un truc de mémoire. Peut-être un truc autobiographique que t'as lu, je sais pas, comme de Il y avait Pimp, Pimp. un livre, un auteur américain. Oui, de Iceberg Slim. Merci. Oui. Très esthétique ce livre. Ah, c'est vrai que quand tu le lis, t'as vraiment les images. Ah ouais. T'as vraiment le manteau de fourrure du gars. Il marchait avec un manteau de fourrure, l'aube dressait une couleur pourpre. Je me souviens même de comment il décrit les choses, etc. Et c'est génial parce qu'en fait, souvent, et ça correspondait beaucoup à ma vie, il y avait quelque chose de très laid. Enfin, je veux dire, Paris, tout le monde dit que c'est beau, mais c'est faux. Et il y avait quelque chose de très laid. Et lui, tu vois, par exemple, il arrivait à rendre ce truc très laid, très beau. Ouais. Et je me suis souvent dit après, ok, donc tout n'est pas parfait. On n'est pas des gosses d'eux. Mais finalement, tout est très cool et tout est très beau. Ouais. Donc j'ai compris, tu sais, ça aiguise ton rapport à la beauté. Ouais. Et donc, à ce que tout le monde appelle aujourd'hui la DA. Ouais. Ouais, la beauté n'est pas forcément dans les trucs qui sont beaux de manière évidente, en fait. Exactement. C'est toi qui décides que ça soit beau. Ouais.
Et donc là, on arrive... Parce que moi, en vrai, j'arrive dans la mode tout doucement. Mais tu vois, une image de mode, elle se construit comme ça aussi. Tu choisis ce qui va être beau. C'est choisi. Ouais. Dans un livre, t'écris ce que tu veux. Ah ouais. Donc, y a vraiment un truc qui est toujours similaire en tant qu'artiste, comment tu construis le truc. Comment tu le craftes. Ok. Mais toi, donc, quand tu arrives à Paris, le premier art sur lequel tu te branches, c'est la musique. Direct. Est-ce que dans la musique, tu avais déjà cette volonté de raconter des histoires? Parce que toi, j'ai l'impression, en tout cas, on y viendra après, même sur l'art que tu pratiques aujourd'hui, qu'il y a toujours ce truc de raconter des histoires à travers ce que tu fais. Mais est-ce que directement dans la musique, il y avait cette volonté-là aussi? Clem, t'es super pertinent. Parce que c'est ça. C'est exactement ça. C'est toujours, allez, vas-y, viens, on raconte une histoire. T'écris une chanson, t'as forcément un personnage dans l'histoire, et ça, c'est très cinématique. Pour le coup, Pont entre les arts, show out sur le cinéma, qui est l'art le plus grand, en fait, puisqu'il il réunit tous les autres. Ouais. T'as ce truc où tu te dis, OK, j'ai envie de... I'm the messenger, donc, vu que je dois délivrer le message, je vais expliquer via une histoire, Esso, le Petit Prince, une histoire simple, quelque chose de synthétique. Et du coup, la chanson, ça s'y prête bien. Parce qu'en fait, une chanson, c'est court et surtout, c'est chanté. Tu vois, on le dit peu, mais Daniel Balavoine, pourquoi c'est aussi efficace? Parce qu'aussi, c'est chanté. Ouais. Donc, tout le monde, ça rend le truc accessible, en fait, la musique. Du coup, c'est vrai qu'écrire des chansons, c'est un exercice difficile et en même temps, qui, quand tu l'entends, paraît simple. Je sais pas comment expliquer. Mais synthétiser, c'est dur. Pour que les gens ils comprennent vraiment l'essence des choses. C'est pour ça que j'aime bien les auteurs qui choisissent leurs mots. Ouais. Donc, c'est vrai que je rentre dans la musique. En plus, je rentre dans la musique par l'écriture. Et en gros, j'ai eu une rupture atroce en 2018. Je suis à terre. Ouais. C'est vrai, c'était vraiment terrifiant. Hein. Quel enfer. Après, si toi, tu es en plus très intense dans tout ce que tu vis, j'imagine. La rupture terrifiante, pour rien en plus, mais bon. Je pars à Los Angeles, seule. Et là, je me dis, vas-y, regarde, je vais écrire un livre. Je pars avec cette volonté. Et en fait, je rentre et on fait un EP. Ok, t'as pris ce qu'il y avait sur ta route, en fait. Ma sœur, elle m'a hooked up avec Zulu. Zulu était dans le même truc que moi au moment-là. Zulu qui est producteur et artiste musicien. Il y avait Jack Bartman. Et là, on se retrouve tous les trois. Et en fait, on écrit l'EP ensemble. Okay. J'écris, je coécris. Les chansons en anglais, je les coécris avec des franco-américaines, Noémie et Marie. Du coup, je me lance dans l'écriture. Ok. Et tu sens que quand tu passes ce step de commencer à écrire pour de la musique, ton bagage de tous les livres que tu as lus, il te sert? Mais sans ça, je ne suis pas capable d'écrire. Ouais. Et c'est surtout que quand je lis un auteur qui écrit formidablement bien, je pars toujours en me disant « Ouah, non, lui, il est trop chaud. Il faut au moins que j'arrive à 50% du type. » Ouais. Tu vois? Ça me... En fait, l'intelligence des autres me booste. Ouais. Toi, t'aimes bien avoir des modèles inaccessibles, limite, tellement ils sont forts, et te dire ça, c'est là, et si je peux déjà arriver à la moitié. Moi, j'ai que des modèles pépites. Ouais. Nous, c'est que des fous. Sinon, on ne prend pas. Mais ça, c'est vraiment trop bien. Donc, mais tu sens quand même que l'écriture en musique, c'est différent. Est-ce que tu as aussi des modèles d'écriture dans la musique, tu vois? Est-ce que toi aussi... Pas vraiment, étrangement. Ah ouais? Y a Booba. Ouais, qui écrit super bien. Qui écrit incroyablement bien. Qui écrit bien en musique? Je te dis, il y a Daniel Balavoine. Super. Il y a qui d'autre de vraiment incroyable? En vrai, tu vois, moi, j'ai un pote, dur, il m'a toujours dit, et je sais pas s'il me l'a dit en rigolant ou pas, mais il m'a toujours dit qu'Harris, par exemple, c'est un des plus grands poètes du 21e siècle. Et je suis pas si sûr que ce soit une bêtise, en fait. Oui, en fait, je pense que, tu sais, surtout chez les rappeurs, parce qu'il y a vraiment ce rapport à l'écriture, pour le coup. Et il y en a qui lisent beaucoup. Et reverse, il y en a qui lisent très peu. Un mec comme Freeze Corleone écrit, je pense que c'est le rappeur qui écrit le mieux. Ouais. Voilà, on l'a trouvé, c'est lui. Je pense qu'il se documente énormément. Ouais. Mais après, il développe, pour moi, Freeze Corleone, il est barthésien. Ok. C'est un contemporain de Roland Barthes, c'est un structuraliste. Okay. Tu vois, pour lui, genre et le rap permet ça, en fait. Ouais. La forme, des fois, ça peut être aussi important que le fond. Ouais.
Parce que moi, je connais pas trop Roland Barthes. Tu peux expliquer un peu ce qu'il défend Voilà, je vais devoir parler de Roland Barthes. Quelle responsabilité. Alors, Roland Barthes, auteur préféré d'Alex Feller. Ok. On sait pour le top 5 à la fin. Oui, obviously, il est dedans. C'est un sémiologue. Donc, il étudie les champs sémantiques. Ok. Par exemple, un cuisinier, il va parler de couteau, ça marche bien avec les corps de métier. Dans les corps de métier, il y a des mots qui n'appartiennent qu'au corps de métier. Et du coup, le sens des mots n'appartient qu'à eux. Alors, en fait, en gros, Roland Barthes, il va aller chercher le signifiant et le signifié dans tous les mots. Ok. Donc, il va énormément s'intéresser aux idéogrammes japonais, aux autres formes de langage que celles qu'on connaît, et il va s'intéresser au langage. En fait, ce qui est génial avec Barthes, c'est que du coup, en faisant tout ça et en ayant une méthode assez, vraiment d'essayiste et de structuraliste, finalement, tu te rends compte que c'est lui qui va le plus au fond des choses. Ok. Et il développe des grands concepts dans ses livres. Et il développe même son propre langage. Donc, si tu veux, tu rentres pas dans Roland Barthes comme tu rentres chez McDo. C'est pas comme ça. Tu rentres avec un livre. Souvent, tu commences avec mythologie. Après, tu vas sur un livre un peu plus compliqué, système de mode. Donc, il parle de mode. Et après, t'avances jusqu'au livre que j'ai aujourd'hui avec moi, Roland Barthes par Roland Barthes, où il parle carrément de lui. Ok. Mais c'est hyper intéressant parce que je fais le parallélisme avec Freeze Corleone. Parce que Freeze Corleone, c'est du rap d'initié. C'est pas t'arrives et t'écoutes Freeze Corleone et d'un coup tu comprends tout. Faut que t'écoutes longtemps. Ouais, c'est vrai. Et ben en fait, Barthes et Freeze Corleone, c'est la même chose. Ouais. C'est vrai que je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui écoutent Freeze Corleone la première fois et qui disent ah ouais. Ils comprennent pas, je pense. Ok. T'as vraiment besoin de. En fait, ça t'oblige. C'est ça qui est génial, c'est que c'est des gens qui t'obligent à chercher. Ouais. Et c'est aussi pour ça, je pense que Freeze Corleone, il a des fans hardcore. C'est que t'as tellement dû chercher et te renseigner pour apprécier qu'une fois que t'as kiffé, t'es dedans, quoi. T'es conquis. Ouais. Complètement. Je pense qu'il y a ce truc avec Barthes. Okay. C'est-à-dire qu'il peut se passer tous les jours de ta vie, tu vas penser à lui. Ah ouais. Parce que ça va te rappeler un concept qu'il a développé. Et aussi, ça te fait l'effet, tu sais, quand tu le lis, tu te dis « Ah, mais c'est ça que je ressentais !» Ah, il met des mots sur des trucs que tu comprends pas. Ouais. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Ouais, Incroyable. Quand ça t'éclaire un truc, tu te dis putain, mais c'était là depuis le début et j'avais jamais su le nommer. Quel soulagement. Ouais. Tu te rappelles la dernière fois que ça t'a fait ça avec Roland Barthes ? La dernière fois que tu t'es dit oh putain, Roland Barthes, il avait raison. Il a dit, dans son livre le plus connu, Fragment d'un discours amoureux, donc il a une écriture fragmentée. Tu peux ouvrir à quasiment n'importe quelle page, c'est pas gênant. Il écrit « Je t'aime ». Et il explique, en fait, dans le langage, dire « je t'aime », ça ne fonctionne qu'une seule fois, la première fois. Après, ça ne fonctionne plus. Si je te dis « je t'aime », le sens de ce que je te dis, ça va ne fonctionner que la première fois. Ça, c'est stylé. Ouais, c'est grave stylé. Donc, quand tu le dis, il faut bien être sûr de ton coup. Ouais. C'est vrai. Du coup, toi, tu le dis plus ? Ah non, j'ai arrêté. Je le dis à ma nièce de 2 ans parce que, vas-y, je l'aime. Oui, mais c'est vrai que du coup, ça doit changer. Tu dois remettre en question plein de trucs tout le temps. En même temps, je pense que toi, tu dois avoir un esprit aussi ouvert à ça. Genre, choque-moi, je suis prêt à l'entendre, je suis prêt à me faire bousculer. Exactement. C'est ça qui est génial, en fait. Mais tu sais, les auteurs qui écrivent ou qui même peuvent dire en conférence, parce que des fois, ils sont invités dans des trucs, tu vois, des choses que personne n'a envie d'entendre, le savent. Ouais. Ils savent à quoi ils s'exposent. Ouais. Mais parce que c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils le disent. Je pense à Édouard Louis, à De la Gannerie, ces auteurs qui ont notre âge, ou qui sont de la même génération, qui écrivent des trucs de fou, en fait, mais heureusement qu'ils l'écrivent. Genre, c'est hyper important. Édouard Louis, il a changé son nom pour s'acculturer au milieu parisien, bourgeois, intellectuel. Ouais. Et il explique comment il a fait, pourquoi il l'a fait, et ce que ça lui a coûté. Changer de point méthode, c'est le titre du livre. Mais toi, niveau acculturation, ça a dû te parler fois 1000. Mais laisse tomber, j'avais l'impression qu'il écrivait mon histoire. T'imagines comment ça soulage ? Ouais. Tu te dis, il y a un mec qui a écrit
le truc. Ça va, en fait, je suis pas seule. Ouais. J'ai même pas besoin d'écrire mon autobiographie. Non, c'est bon, lui, il l'a déjà fait. Il l'a fait trop bien. Non, il l'a trop bien fait. Mais je rebondis sur un truc que tu as dit qui est intéressant parce que tu parlais du livre sur la mode, Oui, système de mode. système de mode. Mais est-ce que système de mode, tu le lis avant d'entrer dans le monde de la mode ou tu le lis après? En fait, par rapport à toi et ton rapport à la mode, comment ça se connecte avec ce livre? Ça se connecte, je suis déjà dedans. T'es déjà dedans? Déjà, si on peut faire les choses dans l'ordre, parce que c'est le pont entre les arts, comment t'as Bien fait sûr. le pont entre la musique et la mode déjà? J'ai fait de la musique au tout début de Paris. Après, j'ai arrêté. Après, bon, il y a eu une période un peu tripping, comme on dit. Je suis partie vivre, enfin, je suis partie faire d'autres choses, on va dire. Et après, il y a eu l'école de mode avec la mode. Ok. Et je pense, au même moment, il y a Barthes. Ok. Je pense que l'école de mode, avec les cours d'histoire de la mode, etc., me font aller vers où quelqu'un me parle de mythologie. Je rentre par mythologie et je vois que le type, il a écrit système de mode et tout ça se relie à peu près au moment de l'école de mode. Et tu sais, quand tu fais une école, quelle que soit l'école que tu fais, on te demande d'écrire des mémoires, j'allais dire des thèses, c'était pas des thèses, mais bon, Oui. c'est compris. Et du coup, je lisais énormément Ouais. parce que j'avais besoin. Et après, la mode. Mes systèmes de mode, hyper dur à lire. Ouais. Ah, je ne le conseille pas, en fait. Ouais. Il est super difficile, ce livre. Du coup, j'arrivais pas à comprendre, en fait, où il voulait en venir. Et donc, je développe mon rapport à la mode sans lui. Mais tu te rends vite compte que la mode, qui est un art imagé, et pour le coup, social, tu te rends compte qu'en fait, alors pas l'art, mais l'industrie, c'est une industrie assez ringarde. Ok. Il n'y a rien de progressiste dans la mode. Ah ouais. C'est toujours en retard, la mode. C'est marrant parce qu'on croit que Ouais, la bah mode, ouais. c'est avant. Non, en fait, la mode, à chaque fois, elle s'accommode, sans mauvais jeu de mots, de ce que nous, les gens de la rue, en gros, ont fait. Ouais. C'est pas dans l'autre sens, hein, Ouais. tu vois. Et en fait, je me rends compte de ça et je me dis, mais en fait, tous les auteurs là que je lis avaient raison. Ouais. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, du coup, la mode, je le vois un peu comme un truc, tu vois, qui navigue à côté de moi, mais je rentre pas, tu sais, je suis pas sûre. Mais t'as ce truc aussi de... Comme tu passes par une école de mode, ça, je savais pas que t'étais passé Ouais. par l'école de mode. T'as ce truc, quand tu commences quelque chose, d'avoir un peu l'entraînement avant. Bah, tu vois, t'es Ouais. pas rentré directement dans la mode. Tu t'es renseigné, t'as pris des cours, t'as étudié la mode avant de rentrer dedans. Ça, c'est quelque chose que t'aimes bien? Ouais, je crafte tout. Ouais. Genre, ok, je veux faire de la mode, bah vas-y, je me forme, j'apprends tout de la mode comme ça quand je rentre dans le truc. Mais parce qu'en fait, je pense que quand t'as pas le... Alors, je reprends Bourdieu. Quand t'as pas le capital culturel, ou tu vois, tes parents sont pas artistes ou sont pas dans la mode ou machin, t'es obligé en fait de... C'est pas pour faire j'ai des références, etc. Pas du tout. C'est juste que t'es obligé en fait de le faire pour pouvoir espérer avoir un accès. Ouais. Mais t'avais un sentiment d'illégitimité aussi un peu ou... Complètement. Ouais. Que t'as réussi à estomper du coup en étant dans l'école de mode ou plus tard même Non, je pense que ça s'estompe au fil du temps et ça s'estompe plus en se disant finalement j'ai compris qu'en fait l'endroit d'où je viens a de la valeur, donc j'ai pas besoin de changer. Mais ça m'a pris du temps de comprendre ça. C'est tu vas faire adapter les autres à toi plutôt que... En tout cas, avec diplomatie, je me rends compte que je suis pas forcément une personne de compromis. Ouais. Mais ça n'empêche que je suis diplomate. Ouais. Mais petite pierre par petite pierre. Oui. Et surtout, petite pierre par petite pierre, en fait, infiltrons-nous. Ouais, ok. Comme il dit l'autre, la piraterie n'est jamais finie. ça me fait plaisir qu'on cite Booba à de multiples reprises dans cet épisode. On a grandi avec. Hein. Ah ouais, franchement, c'est notre génération. Mm. Mais donc, toi, quand tu commences dans la mode, tu commences directement dans le nail art ou... Non. Ouais, non, c'est... Je commence comme ils disent, in-house. Je commence à travailler dans les maisons de mode. Ok. Donc au début, c'est... L'infiltration, quoi. Infiltration complète. En fait, je travaille avec des designers qui viennent de Eastern Europe. Et petit à petit, le bruit court qu'il y a ce collectif qui s'appelle Vêtements qui arrive dans la ville. Et il y a ce type, Demna Vassalia, qui sort un peu son épingle du jeu. Et boum, 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 il va chez Balenciaga. À l'époque, Balenciaga, c'est rien. Tout le monde sont contrecarre.
Personne ne sait limite que ça existe alors que ça fait 100 ans que ça existe. Ça a Ouais. été un peu plus ou moins mis de côté. Lui, il arrive, du coup, nous, on se dit, bon, bah, on va tous postuler chez Balenciaga. On postule tous chez Balenciaga. Je me retrouve en retail, en boutique, parce que c'était le truc le plus accessible, une fois de plus. Tu cherches toujours comment tu pousses la porte. Tac, je rentre à la boutique, il est nommé. 6 mois plus tard, premier défilé, carton plein. Ok. Donc, du coup, chez Balenciaga, tu t'apprends un concept qui a été énormément repris après en politique, mais tout ce qui est de pensée disruptif. Donc, à côté. Ouais. Ah bah oui, ils sont méga connus pour ça. Et du coup, on apprend la disruption, parce qu'on nous l'apprend carrément. Ah ouais. C'est un truc un peu, tu vois, tu baignes dans le truc. Quand tu travailles dans une maison de mode, tu la manges, tu l'adores, tu vois. Et ce qui, toi, au final, correspond avec le côté rebelle que tu avais développé naturellement. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est contradictoire, parce que tu te retrouves en entreprise, ils vendent ta rébellion. Donc au début, tu te dis, bah c'est cool, Ouais. ils nous vendent nous. C'est mortel, en fait, c'est nous. Mais en fait, tu te rends compte que ça te déborde complètement et que tu te poses la question à un moment donné si t'es pas utilisé. Ouais. C'est compliqué, en fait, le rapport que tu as. Puis surtout que tu vois des gens qui arrivent, qui comprennent rien à ce que l'autre fait, et ils font des cartes bleues à 35 000 euros. Donc toi, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah bah ouais. Ah bah, ils ont beaucoup mangé sur notre culture, Balenciaga. Voilà. Enfin, toutes les maisons de mode Sur- en général. Toutes les maisons de mode. Et du coup, à un moment donné, ça m'a gonflé. Et puis, bah voilà, je suis partie. C'est là où je me retrouve à LA. Et je vais écrire un livre. Non, tu vas pas écrire un livre. Finalement, tu vas faire un EP. On fait l'EP. La musique, ça rapporte pas une tonne d'argent. On le sait, à moins que vraiment tu sois soutenu par l'industrie. Du coup, au bout de 2 ans, elle a plus d'argent. On est sur une plage à Venise avec mon meilleur ami Seb. Et j'avais tout le temps les faux ongles. Et là, il me dit, bah, t'as qu'à apprendre à faire les ongles. Tu gagneras de l'argent. Je me dis, mais si tu as une idée, mais nulle. Hyper cérébrale comme fille. Ouais. Il me dit, non, mais t'inquiète, Manuel, c'est facile, t'es créatif, t'apprends, puis ça roule après. Et c'est comme ça que j'arrive dans le truc du nail art. Mais alors là, c'est trop bien, parce que donc tu dis justement que tu es hyper cérébral. Au début, tu te dis que bah, c'est pas fait pour toi, parce que du coup, truc très... je pense que l'image qu'on se fait du nail art au début, c'est bah, t'as la commande, tu fais ce qu'on te dit de faire, t'as un modèle, vas-y, tu choisis, je te fais le truc. Ouais. Mais toi, très vite, peut-être même directement, Directement. toi, t'es pas sur de la clientèle. Directement, ça casse une Heineken, ça met du verre pilé sur les trucs. Enfin, directement, ça part dans autre chose. Ok. Et directement, tout en story Instagram. Ok. Du coup, tout le monde sait. Ah ouais, c'est vraiment comme ça que... c'est vraiment parce que tu mettais sur Instagram Oui, que... puis ça m'éclatait. Ok. C'était drôle. Et est-ce que tu as ce truc, parce qu'au final, je pense que toi, c'est quelque chose qui t'a traversé à chaque fois dans tout ce que tu as fait, tu as cette volonté de raconter des histoires, mais est-ce que directement, tu l'as aussi dans ta manière de créer les modèles? Donc, je sais pas comment ça s'appelle, les pressons? Ouais, c'est Elles ça, sont bien joué. Bien joué. J'adore. Eh oui, j'ai été bien documenté. Mais les pressons, du coup, tu as directement cette envie, par le modèle, de raconter quelque chose. Bah, ce qui est génial, en fait, c'est que donc, finalement, je me retrouve à faire des images de mode. Je me retrouve à assister une grande manucure et du coup, on travaille avec des gros clients et du coup, je fais mes éditos, etc., etc. En fait, ce qui est bien avec la construction d'images de mode, c'est que c'est une équipe. Et donc, du coup, je suis quand même briefée. Si, par exemple, toi, tu es photographe et tu me dis, viens, on va faire des ongles Squid Game, du coup, je sais déjà où tu vas. Alors après, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas? Du coup, est-ce que je vais travailler avec ce photographe plutôt qu'un autre? Ouais. Est-ce qu'on est ensemble dans notre esprit? Est-ce qu'on a lu les mêmes livres? Potentiellement. Ouais. Tu vois, par exemple, j'étais avec Julien tout à l'heure, Bleu Mode. On a des lectures communes. On peut se parler des choses la culture qu'on consomme, en fait. Tu vois, c'est référencé. Et donc, du coup, après, quand tu arrives sur le Presson, tu sais un peu quoi faire. Et tu sais ce que tu veux exprimer. Et après, il y a aussi le champ libre où tu es tout seul, tu te dis, je vais faire mon image tout seul. Et là, tu dis ce que tu veux. Par exemple, quand je fais les Presson avec Shakari, donc la coureuse, dans une interview, elle dit « Now I'm better ». Du coup, moi, je prends le quote « I'm better », je le print et je le mets sur l'ongle. Parce que pour moi, ça mean something, tu vois. Ouais, et en fait, toi, du coup, donc tu as vraiment refusé des fois de travailler avec des photographes parce qu'ils n'avaient pas la même vision que toi. Donc toi, tu as besoin de cette liberté aussi
à l'intérieur d'un cadre. C'est plus précis que ça. C'est-à-dire que moi, j'aime bien... je suis très attachée à essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les gens font les choses. Et en général, tu sens quel est le message des artistes. Ouais. D'où le truc I'm Better. D'où j'adore Sha'Carri parce qu'elle a dit ça un jour. Ok, elle est très forte, elle court très vite. Mais je l'aime encore plus quand elle dit ça. Ouais. Parce que je me dis, oh, ma belle, t'as tout compris. Ouais. Et toi, tu veux l'aider à encore plus transmettre le message. Exactement. Du coup, je le mets sur un ongle, je fais une photo, je la montre, etc. Donc en fait, c'est ton quotidien de raconter les histoires. Ah, je pense, ouais. Il y a un truc. C'est stylé. Et là encore, tu ressens le bagage donc, que tu as acquis avec la littérature. Tout le temps. Puis c'est surtout que pendant que je fais tout ça, tu vois, parce qu'on parle de tout ça, je continue à lire des livres. Ouais. Je découvre des auteurs. Donc c'est vraiment Je sais pas pourquoi les auteurs, ils tombent toujours dans ta vie au bon moment. Ouais, toi, tu as eu ce truc de timing aussi qui était incroyable. Incroyable. Et donc, il y a le sens où parfois la littérature peut t'inspirer sur le nail art, mais est-ce que des fois le nail art t'a conduit à lire certains auteurs ? C'est une bonne question. Pas forcément le nail art en lui-même, mais tu sais, des discussions que tu as justement avec des photographes pendant des... En fait, c'est vrai, tu as raison. Excellente question. En fait, ce qui est génial avec mon métier, c'est que vu qu'on travaille en équipe et qu'on travaille avec mes collègues les maquilleurs, mes collègues les coiffeurs, on est là, on est dans la loge, du coup on discute. En plus, les gens, ils viennent pas tous du même endroit. Ouais. Il y en a qui parlent anglais, il y en a qui viennent d'ailleurs, etc. Du coup, bien sûr, on se parle des livres qu'on lit. C'est super comme question, j'adore. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé là-dessus. Ils ont pas lu les mêmes trucs que toi. Non, c'est mortel en vrai. Ouais, en fait, toi, t'aimes bien ce melting pot d'art en fait, dans lequel tu baignes. C'est aussi ça qui est trop bien quand tu travailles sur des projets. Toi, t'es pas dans ton coin, quoi. C'est vraiment donnez-moi tout ce que vous voulez me donner et moi, je prends. Exactement. Et je pense que il y a des moments où il faut que tu sois tout seul pour te concentrer. Ouais. Ce qui est bien avec le nail art ou même avec l'écriture d'ailleurs. Il y a des moments de... Et après, il y a des moments où, des fois, admettons, t'écris. En fait, c'est en parlant avec toi que je suis en train de développer l'idée. Ouais. Tu vois ce sentiment ? Et je me dis, vas-y, avec Clem, on a parlé de ça. Bon, d'accord. On va aller plus loin. Peut-être même, on va en reparler. Ouais. Donc, je trouve ça important de discuter avec les autres. Moi, le truc de, je fais de l'art tout seul, je comprends pas, en fait. Bon, ça existe aussi, tu vois. Oui, mais toi, t'as pas... c'est peut-être plus l'usine. Mais toi, t'es plus dans ce développement où on a tous à gagner les uns avec les autres. Oui. Ouais. C'est ça, et tu fais toi-même progresser ton art comme ça. Exactement, puis on fait progresser le message. Parce que c'est quand même un peu le but. Ouais. Toi, tu peux pas, s'il n'y a pas de message, si tu ressens rien de plus. Si c'est juste beau, genre. Ouais. Je vois pas la beauté dans la beauté, je la vois ailleurs. Donc, c'est tricky. Hein. Des fois, tu te dis, c'est beau. La question, c'est pourquoi. Mais je vois un peu l'influence de Pimp dans ce que tu disais, parce que je me rappelle, du coup, j'ai déjà regardé un peu tout ce que tu faisais sur Insta et tout. Et tu as parfois des modèles qui sont pas beaux, en fait. Ah oui. Mais qui sont dans leur laideur, qui disent quelque chose, tu vois. Enfin, tu sais, les ongles très longs, un peu limite monstrueux. Ouais. Mais je pense que il y a un truc très good taste, bad taste. Tu sais, c'est un peu comme je fais un pont entre les arts avec Lana Del Rey, parce que j'aime bien parler d'elle. C'est Anthony, mon ami, qui me racontait la dernière fois que Lana, en fait, elle sait chanter. Comment dire ? Elle sait aller au bord de la fausse note. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu vois, cette limite. Donc, j'utilise Lana Del Rey pour que tout le monde ici comprenne le point de vue. J'adore faire ça. Ouais. Tu vas au bord. Je suis au bord. De la laideur, limite. Et je vois où ça va. Ouais. Des fois, il se passe des trucs incroyables. Des fois, c'est juste un énorme raté. Ouais. Et toi, après, ça se voit que t'es quelqu'un très dans les extrêmes. Oui. Dans la vie. Ça, je pense que quand t'es heureuse, t'es très heureuse. Et quand t'es triste, t'es vraiment très triste. Ouais. Des fois, même, j'ai l'impression, t'es là, je suis heureuse, je suis malheureuse. Les deux en même temps, qu'est-ce qui m'arrive ? Horrible. Non, mais oui, t'as raison. Ouais. C'est une entièreté, quoi. On en parle beaucoup depuis tout à l'heure que à chaque étape, t'avais un peu le « je vais écrire un livre ». Bon, non, au final, je le fais pas et tout. Mais est-ce qu'il y a un monde où Alex Feller, un jour, s'est marqué derrière un livre t'as toujours cet objectif-là Ah oui. Ouais. Je pense après, ça demande tellement de courage parce que
quand tu vois ce que les autres, ils ont écrit, tu te dis, mais comment je vais faire? Je vais jamais m'en sortir. Ça demande vraiment, je pense... Alors, en termes de souhait, oui, je veux. Après, je ne suis pas là à m'engager sur un truc, tu vois. Ouais. Mais oui, Okay. clairement. Après, ça peut être dans 10 ans. Y aura pas on l'aura su ici en premier. Donc, moi, dans tous les cas... Voilà, toi, t'as gagné, c'est bon. Voilà, c'est bon. Non, mais oui, j'espère que ça existera si le temps me le permet. Mais ce serait le truc ultime. Trop lourd. Écrire un livre. Donc, les gens, ils ont un objet que t'as... Non, c'est trop bien. Ouais. Et en plus, tu as maturé pendant tout ce temps, qui te raconte, qui... Au final, c'est ça, les auteurs, ils se racontent à travers des histoires. Exactement. En tout cas, je suis très content d'avoir eu l'info en premier. Je n'hésiterai pas à réutiliser cet extrait de manière horrible et très manipulatrice pour mes auditeurs. Exactement, le best-seller. Exactement. Mais là, on arrive un peu à la fin du podcast et tu connais, on a un petit rituel avant de finir que j'aime bien et je voulais qu'on prenne un peu le temps parce que je sais que toi, ça te tient à cœur. Mais je voulais un peu savoir 5 recos. C'est un mélange entre les livres préférés, peut-être les livres que tu as dans la tête en ce moment, les 5 premiers trucs qui te viennent et qui aident un peu à comprendre qui tu es, tu vois. Donc voilà, pour que... Moi, je veux que quelqu'un qui est... J'aime bien Alex Feller, il se dit, je vais aller lire ça parce que ça m'intéresse de voir comment elle a évolué. Ok. Cette question, je l'ai préparée. Oui. Parce que je la trouve finalement très introspective. Bah oui, ça en dit beaucoup sur toi. Ouais. Ça en dit énormément sur... c'est très intime, finalement. C'est bien. Le premier, j'en ai un petit peu parlé. Changer, méthode, Édouard Louis. L'acculturation, l'ascension sociale. Ok, toi qui t'as méga parlé. Les classes, etc. Genre, très pertinent, touchant, vraiment autobiographique. Donc, mortel. J'ai aussi une amie qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « On ne naît pas grosse », Gabrielle Dédier, parce qu'on ne naît pas grosse, en fait. Ouais. Et elle, avec son écriture incisive, elle explique, pareil, autobiographique, comment elle est devenue grosse. Ok. Et qu'est-ce que ça implique d'être grosse dans la société et comment la société te fait devenir comme ça aussi. Parce que ça se répond, en fait. Incroyable. Mortel, le livre. En plus, il se lit, mais comme ça, le temps, il a passé. Ouais. C'est incroyable. En fait, je les ai quasiment tous cités, en vrai. Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, parce que moi, je suis un enfant. Comme ça, c'est clair. Je suis team enfant. Ouais. Et je pense que tous ceux qui croient qu'ils sont adultes, ils ont perdu déjà. Ouais. Tu vois ? Donc, non, on est des enfants et c'est important de... C'est un livre qui explique toute la vie, mais comme un enfant. Ouais. Mortel. Toi, ça te tient à cœur, même dans tout ton travail et tout, de garder un peu ce côté-là. Oui. Ah oui, là... moi, je sais pas, j'ai 39 ans... Vas-y, on traîne au calme avec des gars et des meufs de 20 ans. Eux, ils savent des trucs mieux que nous. Et oui, d'ailleurs, c'est pas les parents qui éduquent les enfants, c'est les enfants qui éduquent les parents. Ouais. Juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Dis bien. Donc, celui-ci. Après, Roland Barthes par Roland Barthes. Pour ceux qui veulent aller sur Barthes. Carrément, tu l'as ramené, donc... Non, mais c'est... Je sais pas si j'ai le temps. Genre, tu as le temps. Alors, ok. Son travail n'est pas anti-historique. Du moins, il le souhaite. Mais toujours, obstinément, antigénétique. Car l'origine est une figure pernicieuse de la nature, de la physis. Par un abus intéressé, la doxa, écrase ensemble l'origine et la vérité, pour en faire une seule preuve, l'une et l'autre se renflouant, selon un tourniquet commode. Les sciences humaines ne sont-elles pas étymologiques, recherchant l'étymon, origine et vérité de tout fait? Pour déjouer l'origine, il culturalise d'abord à fond la nature, aucun naturel, nulle part, rien que l'historique, puis cette culture, convaincue avec banvéniste que toute culture n'est que langage, il la remet dans le mouvement infini des discours, montés l'un sur l'autre et non engendrés, comme dans le jeu de la main chaude. Incroyable. Bref, à chaque page, c'est une vérité comme ça là, qui arrive. Incroyable. Qui te met une claque. Ah ouais, c'est ceux qui sont chauds de se lancer, allez-y. Hein. Ouais. Rentrez avec mythologie, par contre. Ouais. Les mythologies.
Et le dernier, c'est celui que je lis en ce moment, et j'en ai parlé tout à l'heure, mais parce que je me suis mangé une tarte, et j'avais pas prévu ça. C'est ma sœur qui me dit « Oh tiens, tu vas faire le podcast du Pont entre les arts, tu devrais lire Kundera. » Ok, vas-y, let's go. L'insoutenable légèreté de l'être. En fait, l'auteur explore la contradiction entre la légèreté et la lourdeur. Parce que pour lui, c'est la contradiction. Ouais. Et il fait tout ça en racontant des histoires de couple. Allez voir. Oui, en plus, il est assez facile d'accès en vrai. Oui, c'est facile à lire. Ouais. En vrai, celui-là, il est facile. Ouais, même si t'es pas habitué à la littérature, tu peux lire et Ouais, il se comprendre. lit vraiment facilement et tu te dis « Ah ouais, finalement, c'est philosophique, je m'étais même pas rendu compte. Ouais. » Mortel. C'est vrai. En tout cas, trop bien. Je suis trop content d'avoir... déjà, est-ce que t'as passé un bon épisode ? Ah oui, c'était super. Franchement, là, on arrive à la fin. Moi aussi, j'ai trop kiffé, franchement. Mais avant de finir, j'aimerais bien que, voilà, s'il y a un peu des petites actus que tu as envie de donner, parce que, bon, forcément, tu as des projets qui arrivent bientôt. Bah, du coup, on a 2 séries qu'on va shooter avec Bleu Mode. La Clark, c'est sorti aujourd'hui. Let's go. Du coup, moi, je l'ai au pied. Alors, du coup, vous l'aurez. Il y en aura déjà plus, mais Ouais. tant pis. Quelle peste. Donc ça, c'est pas mal. On va faire ça. On va faire des trucs... on va shooter une série en rapport avec Dragon Ball Z. Ok. Et une autre avec du shibari. Donc, ça va être trop, trop beau. Sinon, bah, au niveau des nails, il se passe des trucs tout le temps. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur Insta. Insta, tu peux lever ton doigt, comme ça, je mets ton Insta. Insta. Ding. J'adore. Sinon, je travaille aussi beaucoup avec ma sœur. Il y a plein de choses qui vont sortir, dont un projet qu'on a shooté avec Ojose, Ok. avec des enfants, donc super beau. J'ai déjà vu des petits trucs, ça va être pas mal. Et j'ai envie de dire, comme dit l'autre, la piraterie ne s'arrête jamais. Donc, plein De toute de façon, trucs. suivez Alex Feller sur Instagram, en vrai. C'est là que tu mets Exactement. tout. C'est un peu l'agenda Ouais. de tes projets. Donc, en vrai, c'est trop bien. En plus, tu fais un peu des petits vlogs, des petites vidéos, des fois. Ben là, du coup, ah oui, il y a une autre nouvelle hyper importante. La team s'agrandit. Je vais avoir Léa qui va rentrer avec moi et qui va m'aider justement à développer ça. Ok. Donc peut-être elle va me faire parler sur des trucs sur TikTok, on verra. En bref. Mais en tout cas, là, il y a du lourd qui arrive, quoi. Ah oui, toujours. 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 On est là, on sera là, n'importe comment, on va faire des trucs. Yes. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Alex. Quant à nous, les petits amigos, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, franchement, c'est un de mes épisodes préférés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pont entre les arts. Prenez soin de vous. Et là, moi, j'ai un petit rituel à la fin. C'est regard caméra. Je fais 1, 2, 3, bisous. Ok, et on fait bisous. Tu peux faire un long bisou. Tu vois. Et toi, ta cam, c'est celle-là. C'est celle-ci. Ouais. Ah ok. Allez, 1, 2, 3, bisous. Parfait. Tout est bien qui commence bien. J'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime, un défi que je déteste.